Alors, après avoir vu dans les vidéos précédentes la diffraction de Fraunhofer d'une fente, de deux fentes avec l'apparition des figures d'interférence, eh bien, nous allons nous intéresser ici au motif généré par la diffraction de Fraunhofer d'un réseau en transmission, ce qui est la suite logique de notre raisonnement, parce qu'après deux fentes, on voit un grand nombre de fentes, donc on aura un processus d'interférence à ondes multiples. Alors, je vous rappelle la méthode très générale qu'on avait mis en place. Trois étapes. La première, on exprime la fonction de transparence pupillaire, puis on prend sa transformée de Fourier, et pour l'étape finale, on remplace kx et ky par 2pi sur lambda, x' sur z0, 2pi sur lambda, y' sur z0, et on prend le carré de cette transformée de Fourier avec éventuellement un facteur multiplicatif devant si on veut la valeur réelle de cette intensité. Alors voilà le premier réseau qu'on va considérer, un réseau qui est infini et qui est constitué de fentes qui sont infiniment fines. Toutes ces fentes sont séparées d'une quantité qui est égale, qu'on va noter grand lambda, le pas de notre réseau. Alors, on va mettre un système d'axes, et la première étape, eh bien, c'est d'exprimer la fonction de transparence pupillaire. Donc là, on a des fentes infiniment fines qui vont être représentées par des Dirac. Donc on va avoir un Dirac en 0, un Dirac en grand lambda, 2 grand lambda, 3 grand lambda, 4 grand lambda, et ainsi de suite, et la même chose pour les parties négatives. Alors reste à exprimer ces différentes formes. Eh bien, on va utiliser les fonctions de Dirac, un Dirac centré en 0, un Dirac centré en lambda, donc Dirac de x moins grand lambda, et ainsi de suite pour toutes les autres fentes du côté positif ou négatif. Donc du coup, notre fonction de transparence pupillaire, qu'est-ce que ce sera? Ce sera une somme d'un nombre infini de Dirac qui seront régulièrement espacés. Et on a vu qu'une série de Dirac régulièrement espacés, ça constituait un peigne de Dirac d'espacement grand lambda. Donc chat grand lambda de x. Donc ça y est, j'ai ma fonction de transparence pupillaire. Je prends sa transformée de Fourier. Ça, cette transformée de Fourier, on l'a vu dans les préambules mathématiques au début de ce chapitre. La transformée de Fourier d'une fonction peigne, c'est également un peigne dans l'espace réciproque. Et si l'écartement entre deux raies du peigne dans l'espace direct est grand lambda, dans l'espace réciproque, il sera 2pi sur grand lambda. Donc voilà, eh bien, j'ai ma fonction, j'ai ma transformée de Fourier, j'ai ici mon image dans le domaine réciproque, qui sera aussi l'image que je vais observer dans le domaine réel en remplaçant kx par 2pi divisé par grand lambda x' sur z0. Donc la conclusion qu'on peut en tirer, eh bien, c'est que les points que je vais observer seront régulièrement espacés de 2pi divisé par grand lambda dans l'espace dkx, qui correspond également aux différents angles. Donc ça, alors maintenant que nous avons vu la figure de diffraction qu'on peut obtenir pour une série de fentes infiniment fines, on va prendre en compte la largeur naturelle que peuvent avoir ces fentes. Ça, on l'avait déjà fait dans le cas des fentes de Young, on avait considéré des fentes de largeur finie. Alors ici, qu'est-ce que ça va donner? On considère toujours un espacement identique entre chacune des fentes, mais cette fois-ci avec une largeur de fente qui est différente de 0. Et du coup, ce qu'on va avoir, c'est au lieu de considérer un Dirac centré sur la position centrale des fentes,
on va considérer une fonction porte de largeur petit l qui sera centrée en 0 pour la fente centrale, en grand lambda pour la première fente sur la droite, puis en 2 lambda, 3 lambda et ainsi de suite, que ce soit pour les valeurs positives ou bien les valeurs négatives. Alors une autre façon de faire apparaître ce décalage, eh bien, c'est d'utiliser la convolution. En effet, ce qu'on avait vu, c'est que l'opération de translation, eh bien, on peut aussi l'écrire sous la forme de la convolution avec un Dirac décalé de la quantité dont on veut translater. Alors pourquoi ça va être intéressant d'utiliser ce type de notation? C'est parce que vous voyez, on va pouvoir factoriser notre porte. Donc notre fonction porte, on va pouvoir la factoriser. Donc d'un côté, la fonction porte, convoluée avec une série infinie de Dirac régulièrement espacée, donc avec un peigne. Donc notre fonction de transmission, ce sera la fonction porte de largeur L, convoluée avec un peigne d'espacement grand lambda. Et ce type de notation, il va être très pratique, non seulement pour des raisons de calcul, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, mais là, eh bien, on voit directement physiquement les éléments qui vont intervenir. Une fonction porte d'espacement L, ça, on a déjà vu la figure de diffraction qu'on peut associer à ce type de fonction quand on est dans l'approximation de Fraunhofer. Et concernant le réseau de fentes infiniment fines, on vient juste de l'étudier. Donc ce qu'on va obtenir comme résultat, ce sera un mix de ces deux figures. Alors, l'étape suivante, une fois qu'on a trouvé la fonction de transparence, c'est de faire sa transformée de Fourier. Et là, c'est particulièrement aisé parce que quand on a un produit de convolution, prendre sa transformée de Fourier, c'est faire le produit direct des deux transformées de Fourier qui résultent des deux fonctions impliquées. Donc, du coup, la transformée de Fourier qu'on va avoir, c'est la transformée de Fourier du peigne. Donc, ce sera également un peigne d'espacement 2π sur grand lambda, multiplié par la transformée de Fourier d'une porte de largeur L, et c'est L sinus cardinal KXL sur 2. Là, le delta de KY, c'est parce que j'ai aucune limitation verticale de mon faisceau lumineux. Donc ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait pour trouver ma figure de diffraction, qui sera donc marquée par deux termes, un peigne de Dirac, qui sera relié à grand lambda et qui va dicter l'espacement des fréquences impliquées, l'espacement des tâches de diffraction qu'on va observer, qui seront reliées directement à la périodicité du réseau. Et puis, on va avoir une surmodulation qui sera liée à la largeur de l'enveloppe à petit l. Alors, dernier cas qu'on va étudier, on va encore essayer d'être plus réaliste que le cas précédent. Dans le cas précédent, l'approximation qu'on avait encore faite, c'était qu'on avait un réseau qui était infini. Ici, on va considérer que notre réseau, il n'y a qu'un nombre fini de fentes qui va participer au processus. Ça peut être parce que notre réseau a une taille limitée, mais ça peut être aussi parce que le faisceau lumineux qu'on utilise, par exemple un faisceau laser, ne va pas éclairer la totalité des fentes. Donc là, ce qu'on va considérer, c'est qu'on a seulement n fentes qui vont intervenir dans le processus. Donc ici, ce sera une largeur totale de réseau qui sera grand N multiplié par grand lambda. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que va valoir ma fonction de transparence pupillaire? Eh bien, ce sera la fonction qu'on a préalablement obtenue. Donc, le cas d'un réseau infini avec des fentes de largeur petit l, donc une fonction porte de largeur petit l convoluée avec un peigne de Dirac. Mais ça, on va le limiter dans l'espace. Et pour limiter une fonction dans l'espace, qu'est-ce qu'on utilise? Eh bien, c'est
une autre fonction porte. Et là, c'est une multiplication directe. Donc f de x, je vais pouvoir l'exprimer comme le produit d'une fonction porte de largeur n fois grand lambda, multiplié par une fonction porte de largeur petit l convoluée à un peigne de Dirac d'écart grand lambda. Et du coup, quand je passe à la transformée de Fourier, qu'est-ce que ça va me donner? La transformée de Fourier de ma porte de largeur n grand lambda, ça va me donner un sinus cardinal kx n grand lambda divisé par 2. Mon produit direct va se transformer en produit de convolution. Mon peigne, il va se transformer en un peigne d'écart de pi sur grand lambda. Et ma porte de largeur L va se transformer en L sinus kxl sur 2. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que je vais me retrouver avec la convolution d'un sinus cardinal kx n grand lambda sur 2 et d'un peigne de Dirac d'écart de pi sur lambda. Ça veut dire que ma fonction sinus cardinal n grand lambda sur 2 fois kx, eh bien, je vais la reproduire sur chacune des dents du peigne. C'est ça l'opération de convolution par un peigne. J'ai une fonction et je la reproduis sur chacune des dents du peigne. Donc, voilà. Au final, qu'est-ce qu'on aura? On va avoir grand lambda qui va nous dicter l'espacement entre les fréquences impliquées sur les différentes tâches. On va avoir petit l qui va nous donner une largeur d'enveloppe. Et puis grand N qui va, à travers n fois grand lambda, nous donner la finesse de chacune des raies du peigne. Donc ça, on peut l'identifier sur cette figure où j'ai représenté le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On voit que petit l nous dicte la largeur de l'enveloppe, c'est la courbe en bleu qui est un sinus cardinal. Ici on voit principalement la partie centrale, mais on aurait des rebonds également. On a grand lambda qui va nous dicter l'espacement entre les fréquences impliquées, c'est-à-dire la position des pics que je vais avoir. Et puis grand N, il va nous donner la forme de la réponse que j'ai pour les différents pics, donc un sinus cardinal avec une certaine largeur. Alors, on peut vérifier que tout ça est bien cohérent, et notamment que l'enveloppe qui est liée à petit l a bien une largeur plus importante que l'écart qui est lié à grand lambda, et que la largeur d'un pic qui est liée à n fois grand lambda. Dans le domaine direct, si je réfléchis en fonction de x, qu'est-ce que j'ai? Ma plus petite mesure, eh bien, c'est la largeur de l'arrêt, c'est la largeur de la fente. Donc c'est ce qui va donner la structure la plus grande dans l'espace réciproque, c'est-à-dire l'enveloppe. Au-dessus de la largeur de la fente, c'est l'écart entre deux fentes. Donc l'écart entre deux fentes, ce sera plus petit que l'enveloppe, ce sera la largeur entre deux pics. Et puis ce qui est beaucoup plus grand que l'écart entre deux fentes, eh bien c'est le nombre de fentes impliquées multiplié par l'écart entre deux fentes. Et ça va me donner l'élément le plus petit dans l'espace réciproque, eh bien ce sera ici la largeur de chacun de mes pics. Donc du coup, eh bien, on va avoir visuellement des figures de ce type-là. Les raies qui ne vont pas avoir toutes la même intensité, mais une intensité qui va décroître par rapport à la fréquence centrale. Et puis, sur chacune des raies, on pourra avoir des petits rebonds. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on complète ce qu'on avait pu voir dans le chapitre sur les interférences multiples, le chapitre 4. Rappelez-vous, lors de ce chapitre, j'avais dit, non, je ne fais pas le calcul de la figure qui donne l'amplitude des différents ordres de diffraction, parce que je vous le ferai plus tard. Et bien là, on l'a fait dans le cas d'un réseau de transmission avec des fentes d'une largeur
petit l et un certain nombre de fentes impliquées. Donc là, on est capable de trouver par le calcul, dans le cas de l'approximation de Fraunhofer, vraiment l'amplitude de tous les ordres de diffraction. Et si on s'intéresse à la forme d'un pic, ce qu'on voit tout de suite, c'est que plus on augmente le nombre de fentes qui sont impliquées, plus eh bien, notre pic il sera étroit. Et ça, on peut rapprocher ça de ce qu'on avait vu dans le cadre du chapitre des interférences à ondes multiples. C'était avec le Perro-Fabry. Alors, on avait vu que plus la réflectivité était importante, plus ça nous permettait d'avoir un nombre de réflexions impliquées qui était important, et plus ça permettait d'avoir des pics de la fonction d'Airy qui étaient fins. Ici, c'est un petit peu la même idée. Plus le nombre d'éléments qui va interférer va être important, plus la réponse va être fine et plus on aura une résolution qui sera importante. Ici, on peut réutiliser tous les concepts qu'on a vus avec le Perro-Fabry. On pourrait les utiliser ici. Alors, pour finir, une photographie issue d'une expérience qui est mentionnée dans l'Atlas des phénomènes d'optique, un ouvrage que j'ai déjà eu l'occasion de mentionner à plusieurs reprises. Et là, une photo prise par moi, j'avais dû déjà montrer quand on avait évoqué la diffraction. Et là, ce qu'on voit bien, c'est ces différents ordres de diffraction, ces tailles qui peuvent varier en fonction de l'axe vertical ou horizontal et qui sont directement reliées au pas du réseau périodique utilisé, qui dans ce cas présent est juste un rideau. Et ce qu'on peut voir aussi dernièrement, c'est l'influence de la longueur d'onde, parce que quand on repasse dans les coordonnées du système, on utilise un 2π sur lambda z0, et donc il y a une influence directe de la longueur d'onde.